autorisation du président, je souhaiterais prendre la parole 3 minutes. Ah, alors, monsieur, une interruption brève de séance, 3 minutes, monsieur souhaite prendre la parole. Ben, mettez-vous comme vous le savez, ou asseyez-vous là. Hop. Voilà. Le micro vert. Désolé je peux monter. Bien. Donc, je m'appelle François Geffroy, je suis représentant de l'intersyndicale de l'IRSN. Je remercie les présidents de nous laisser la parole pour 3 minutes, je ne vais pas être long. Je voulais vous dire notre frustration de la déprogrammation du débat sur le projet de fusion IRSN-ASN. Cette frustration fait suite à une autre frustration hier, puisque nous avions un échange prévu, une rencontre prévue. Les salariés de l'IRSN et les agents de l'ASN devaient rencontrer la ministre. Et donc ce rendez-vous a été déprogrammé samedi, au dernier moment. Et donc ça a à la fois frustré les salariés et ça les a mis quand même un peu en colère aussi devant un tel mépris, puisque au dernier moment, la ministre a décidé que on ne valait pas la peine de cet échange. Nous voulons vous alerter sur la suppression de l'obligation légale de publication des avis qui est contenue dans le projet de loi. C'était une obligation inscrite dans la loi transition énergétique, et pour une croissance verte, la loi TECV de 2015, obligation de publication des avis de l'IRSN. Et cette obligation de publication ne figure plus dans le projet de loi, dans l'avant-projet de loi qui est entre nos mains. Donc c'est bien un recul de la transparence qu'on nous prépare. Ça, c'est un premier point sur le recul de la transparence. Le deuxième point, c'est que le projet de loi ne marque pas le principe de séparation entre l'expertise et la décision. Et là aussi, la transparence est remise en cause, puisque, à l'avenir, un certain nombre d'avis, un certain nombre d'expertises pourraient ne plus donner lieu à des avis, seraient directement intégrés dans les décisions, et ça remettrait en cause aussi la transparence. Enfin, ce projet de réorganisation arrive au plus mauvais moment, alors que le programme de relance électronucléaire est déjà engagé. On nous fait croire que la relance aura lieu dans quelques années, mais les dossiers d'expertise sont déjà sur nos bureaux, nous sommes déjà en train de travailler, et c'est à ce moment-là précisément que le gouvernement choisit de réorganiser et de désorganiser le système actuel. Si le système de contrôle doit être adapté pour faire face aux enjeux de la période, et ils sont nombreux, Monsieur le Président de Rosuc en a rappelé un certain nombre, il faut le faire premièrement en associant tous les acteurs. Depuis le mois de février, on a l'impression que l'IRSN est un mauvais, le mauvais élève de la classe et que tous les autres le regardent en disant « mon pauvre, si tu bossais mieux, ça serait mieux ». Non, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Monsieur le Président de Lalonde a rappelé, donc IRSN, ASN, exploitants et représentants de la société civile. Il faut aussi poser un diagnostic approfondi du système actuel. Nous attendons toujours ce diagnostic qui n'est pas sur la table. Et enfin, il faut travailler en ne présupposant pas une solution, la fusion, à un problème qui n'a pas encore été posé. Voilà, merci de votre attention. Merci, monsieur. Alors, pardon monsieur, on va poursuivre. Il y aura un temps pour les questions tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci. Non, si tout le monde le fait, monsieur, on peut pas y arriver. On va attaquer une journée. Madame Noiville doit partir derrière. Mais nous, on a des sujets qui sont d'actualité, qui sont importants, qui n'ont pas été votés aujourd'hui. On l'évoquera si on en a le temps, mais plus on prend de retard, monsieur, moins on aura le temps de le faire. Ok ? Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Et la parole à Madame Noiville. Madame Noiville, le haut comité que vous... Pardon, monsieur. Je vous l'ai dit, vous aurez votre temps, mais ce n'est pas le moment. Vous êtes en train de perturber l'ordre du jour qui a été décidé. Merci, monsieur, de vous asseoir, s'il vous plaît, et de cesser de prendre la parole. Vous prenez tout le monde en otage. C'est pas l'Élysée. Donnez-moi 2 minutes, 30 minutes.
Alors, 1 minute, monsieur, 1 minute. Prenez un micro, on va faire ça proprement quand même. Représentant des consommateurs, en représentant des citoyens de la population. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Pardon, excusez-moi. Oui, rapidement, je suis représentant du FC Que Choisir Rouen. Je fais partie de la CLIM Paluel-Panly. Nous avons entendu Monsieur Delalonde qui parlait de quelque chose qu'on aurait dû discuter aujourd'hui, notamment de la fusion IRSN-ASN. C'est anormal que ce soit pas mis à l'ordre du jour dans le cadre de, comment on appelle ça déjà, les perspectives du nucléaire. On y est. Il y a d'autres sujets. Pour nous, consommateurs, on se demande tous ces projets, tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça voudra dire pour le prix de l'électricité du consommateur de base? On craint fortement qu'il y ait des augmentations faramineuses que l'on voit en perspective actuellement. Et dernier sujet, il y a quand même quelque chose qui va se passer l'an prochain, qui est censé être importante, c'est le démarrage de l'EPR de Flamanville. C'est quelque chose qu'on attend depuis 12 ans. Il y a beaucoup de questions autour de cela. Et ce que je voulais dire aussi, Monsieur de Rozuc, j'ai été frappé par votre prise de position, vous en tant que représentant de l'ASN, qui semble quelque part être le porte-parole des décisions gouvernementales, ce qui veut dire quelque part qu'on se pose fortement la question de savoir si, quand vous aurez absorbé l'IRSN, vous serez capable d'être indépendant des décisions de l'État. Merci, monsieur. Et pardon pour ceux que j'ai choqués par l'emploi de l'expression otage qui, effectivement, n'était pas appropriée. On commence avec vous, Christine Noiville. Le haut comité que vous présidez organise une concertation sur les 4e réexamens périodiques des réacteurs nucléaires de 1300 MW. Cette concertation va s'ouvrir du 18 janvier au 30 juin prochain. Je vous laisse la parole pour nous présenter cette concertation et puis vous répondrez ensuite avec Régis Clément d'EDF et avec Julien Collet de l'ASN aux questions par SMS. Vous allez voir le numéro s'afficher pendant que Madame Noiville va s'exprimer et on répondra bien évidemment également aux questions de la salle. C'est à vous. Merci beaucoup. On m'entend bien ? Très bien. Tenez le micro bien haut, voilà, pour pas gêner. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je voudrais tout d'abord remercier l'ANCLI et le président de l'ANCLI, l'ASN, le président de l'ASN et vous, messieurs et mesdames, présidents de CLI et membres de CLI, d'abord pour cette invitation et d'autre part et surtout pour les efforts déployés par vous tous pour assurer une coopération continue avec le Haut Comité et tous les acteurs qui y siègent. Vous le savez probablement, le Haut Comité, c'est une instance indépendante et pluraliste qui a pour mission d'assurer que, dans le domaine du nucléaire, toute la transparence est faite et une instance où siègent l'ensemble des parties prenantes, exploitants, ASN, IRSN, services de l'État, parlementaires, syndicats, ONG, ANCLI et CLI. C'est cette composition-là, qui, vous le voyez, est très diversifiée, qui permet un vrai débat contradictoire et du même coup la possibilité d'identifier ce qui manque en termes de transparence sur la sûreté et la sécurité nucléaire et puis de proposer de quoi progresser sur ce registre. Et il me semble qu'à l'heure, on en a parlé longuement ce matin, où le gouvernement français entend relancer le nucléaire, et alors que les défis sont nombreux, il est plus que jamais précieux et même indispensable de réaffirmer l'importance qu'il y a à aborder collectivement, en transparence et dans le dialogue, les sujets de vieillissement, de corrosion sous contrainte, de changement climatique, de SMR, de fusion et bien d'autres questions encore. Ce dont je suis chargée de vous parler aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette logique. Il s'agit, monsieur l'a dit, de la concertation publique que le HCTISN est en train de mettre en place avec EDF, avec l'ASN, l'IRSN et l'ANCLI, pour permettre au public de donner son avis sur les conditions de sûreté dans lesquelles la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 1300 MW au-delà de 40 ans peut être envisagée. Vous savez sans doute que nous avions déjà mené le même exercice. Est-ce que c'est bon ? Et là, ça va ? Oui. Mener le même exercice en 2018 pour les réacteurs de 900 MW. Et à la demande unanime, j'insiste, unanime des membres du Haut Comité,
Il sera bientôt réitéré, cet exercice, pour les réacteurs de 1300 MW, puisque eux aussi, vous le savez, atteignent désormais l'âge de 40 ans. Pourquoi faire de ces 40 ans une étape importante en termes d'information et de participation, alors qu'on l'a dit, et désormais explicitement envisager la prolongation d'exploitation des réacteurs à 60 ans, voire plus? Eh bien parce que la référence à 40 ans, ça a été dit aussi, avait été prise en compte comme une hypothèse technique dans la conception initiale de certains matériels et équipements. Et donc, une fois cette étape atteinte, il nous apparaît à nous, HCTISN, normal et même important que le public puisse être informé, donner son avis sur les conditions de sûreté dans lesquelles cette poursuite est envisagée. Or, en l'état du droit français, il faut savoir qu'une telle possibilité n'est pas offerte au public. Ce qui est prévu, c'est que, chaque installation nucléaire fasse l'objet d'un réexamen périodique tous les 10 ans, pour réexaminer, vous le savez, en profondeur, l'état de la sûreté de l'installation et pour l'améliorer. 2, que ce processus de réexamen commence par une phase générique, c'est-à-dire commune aux réacteurs d'un même palier, et au cours de laquelle EDF présente les grands axes d'amélioration qu'elle envisage d'apporter. En l'occurrence, on parle, s'agissant des réacteurs de 1300 MW, de 20 réacteurs sur 8 sites. Et 3, qu'après analyse et discussion avec EDF, l'ASN prenne position sur les conditions dans lesquelles la poursuite de fonctionnement est possible. Conditions qui seront ensuite déployées réacteur par réacteur lors de la visite décennale. Et dans ce schéma-là, qui est donc celui qui est prévu par le droit français, ce n'est qu'après cette phase générique, après l'avis de l'ASN, et donc une fois les grandes orientations actées, que le public a véritablement son mot à dire, très précisément dans le d'enquêtes publiques qui sont menées réacteur par réacteur, donc localement, au local. Tenez le micro là, sur la partie haute, parce que ça, c'est l'émetteur. Et plus tard dans la procédure, même s'il y a toute une série de consultations par Internet qui sont faites auparavant par l'ASN. Peut-être on peut montrer la frise chronologique pour bien identifier ce que nous, HCTISN, on essaye de modifier au système. Parce que tous les membres du haut comité ont donc estimé que ce n'était pas suffisant et qu'il était indispensable d'associer le public plus en amont, dès la phase générique, c'est-à-dire, alors vous voyez, normalement, l'avis de l'ASN intervient après les études génériques ici, et le public peut se prononcer dans le cas des enquêtes publiques qui sont donc qui se tiennent bien ultérieurement. Elles sont ici indiquées en violet, alors que nous, on a souhaité que notre concertation intervienne avant l'avis de l'ASN. Voilà, donc associer le public plus en amont, dès la phase générique, avant que les grandes options concernant la sûreté et la sûreté des réacteurs nucléaires de 40 ans soient arrêtées. L'objectif, encore une fois, c'est que le public s'approprie cette question le plus en amont possible, soit correctement informé et puisse donner son avis, que ce sujet ne soit pas simplement entre les mains de l'exploitant, des experts et de l'autorité de sûreté, mais que chacun puisse questionner, dialoguer, faire des propositions. Et l'expérience qui avait été menée avec les réacteurs de 900 MW s'était révélée vertueuse de ces différents points de vue, d'où la volonté de réitérer l'exercice pour les 1300. Alors, en pratique, comme c'était le cas pour les réacteurs de 900 MW, cette concertation, elle va être portée, elle est d'ores et déjà portée, et elle sera conduite collectivement par 4 acteurs, l'ANCLI, EDF, l'IRSN, l'ASN, et les 7 CLI qui sont concernés. J'ai dit qu'il y avait 8 sites, mais en réalité, il y a 7 CLI, parce que, comme vous le savez probablement, les CLI de Panly et de Paluel fonctionnent ensemble, ou plutôt ne sont qu'une seule CLI. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la concertation commencera le 18 janvier pour se terminer fin mai ou début juin. Pour l'heure, un comité d'orientation d'une part et un comité opérationnel d'autre part finissent de travailler, le premier à la méthode et le deuxième à la mise en œuvre opérationnelle de cette concertation, sachant que cette fois on a eu recours au conseil méthodologique de la Commission nationale du débat public, laquelle commission va nous mettre également à disposition
pour le déroulement de la concertation elle-même, de garants qui seront là pour assurer, comme c'était le cas dans la précédente concertation, que les questions posées reçoivent bien des réponses, que ces réponses sont compréhensibles, que le principe du contradictoire est respecté, etc., etc. Plus concrètement, les choses vont se dérouler autour de 4 grands axes. D'abord une conférence de presse le 18 janvier et une première conférence de lancement le 24 janvier. Ensuite, la mise en place d'une plateforme numérique dédiée qui s'intitule concertation. Ça apparaissait tout à l'heure, concertation.sureténucléaire.fr sur laquelle chacun pourra s'informer, poser des questions, réagir, etc. et sur laquelle se trouve d'ores et déjà depuis aujourd'hui, je crois, ou peut-être à partir de demain, une synthèse de la NRO d'EDF qui permet à tout un chacun de comprendre ce qu'il y a dans cette note de réponse aux objectifs. Troisièmement, toute une série de webinaires qui seront généraux pour certains et thématiques pour d'autres, sachant que les CLI, vous vous êtes engagés, et je vous en suis très reconnaissante, à faire remonter au comité toute une série d'éléments qui vous semblent être très importants à aborder, soit au plan national, soit au plan local. On sait déjà que le changement climatique, les questions de distribution de comprimés d'iode, etc., seront probablement au cœur de certains des webinaires. Et puis quatrièmement, toute une série de réunions publiques ouvertes à tous, qui auront lieu auprès des sites des réacteurs concernés et auxquels vous êtes également en train de travailler, sachant que sont aussi prévus des ateliers plus restreints, puisqu'on sait que ça marche mieux que effectivement les conférences grand public, dans lesquelles, par exemple, toute une série un panel d'étudiants est invité à travailler sur tel ou tel sujet. Voilà, alors au-delà de ce déroulé, je voudrais insister sur quelques points importants pour finir. D'abord, on a souhaité, comme vous le voyez, que vous, les CLI, vous soyez dès le départ étroitement associés. Pourquoi ? Parce que vous assumez un rôle important d'information, de concertation, au plus près des citoyens sur le terrain. Et donc, vous êtes particulièrement bien placés, non seulement pour relayer nos actions sur le terrain, mais aussi pour nous faire, comme je viens de le dire, pour nous faire remonter les préoccupations des acteurs et des publics locaux. Donc, je vous remercie de rester mobilisés sur ce plan. Je vous remercie par avance. Ensuite, on s'efforce de mieux capter ce qu'on appelle le grand public. Si on s'est heurté à une difficulté pendant la première concertation, qui ne nous est pas propre, du reste, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est celle qu'il y a à pouvoir attirer dans ces concertations le grand public. Au-delà des parties prenantes. Voilà, donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait via des quiz, des sondages et autres techniques de ce genre pour faire en sorte que notre concertation soit la plus ouverte possible et ne soit pas simplement un ensemble de réunions de parties prenantes et de gens déjà informés. Par ailleurs, un point porte sur l'ouverture sur l'étranger. Il est très important pour nous, s'agissant des centrales frontalières qui sont concernées par la concertation, et en l'occurrence il s'agit de CatNom dans le cas présent, que les publics étrangers, luxembourgeois, allemands, belges en l'occurrence, soient conviés aux réunions. Et là encore, les CLI ont un rôle important à jouer, au-delà évidemment des maires des communes concernées avec qui nous sommes d'ores et déjà en lien. Et puis, on sera très clair sur le périmètre de la concertation, qui porte encore une fois sur les conditions de sûreté dans lesquelles la poursuite est envisageable et qui n'est pas une concertation de politique énergétique. Mais on sait inévitablement qu'on aura des questions sur ce sujet et c'est bien normal. Et donc ce qui a été estimé important, c'est d'organiser une première conférence de mise en contexte pour expliquer effectivement dans quelles questions, dans quel contexte de politique énergétique, quelles sont les questions d'opportunité pour EDF de prolonger l'exploitation des réacteurs de 1300, etc. Comment toute notre concertation s'inscrit dans ce contexte politique et économique général. Et les questions qui seront posées par le public tout au long de cette concertation seront transmises à qui de droit, c'est-à-dire en fait au ministère de la Transition énergétique, et on s'assurera qu'elles reçoivent bien des réponses. Voilà, je vais stopper là en précisant qu'on n'est pas dans un décalque de ce qu'on a fait en 2018 pour les centrales de 900 MW, parce qu'à l'évidence, les attendus ont évolué.
Le contexte est en effet inédit en termes de politique énergétique, en termes de situation industrielle, ça a été dit, et du même coup, je crois, en termes d'attente du public. Et je souhaite que le sujet n'en soit que plus mobilisateur pour le public, que notre concertation trouve ses publics, pas seulement les parties prenantes, mais l'ensemble des citoyens. Et je vous remercie encore pour votre soutien dans cette entreprise. Merci Madame Noiville. Venez nous rejoindre pour répondre aux questions. D'abord aux questions par SMS, donc vous avez vu le numéro s'afficher. N'hésitez pas à nous les envoyer. On a déjà reçu une question. Quel est l'ordre de grandeur en l'état des connaissances actuelles de la durée d'exploitation de la cuve des réacteurs de 1300 MW? Qui souhaite répondre? Monsieur Clément. Aujourd'hui, en fait, on est sur des durées qui s'échelonnent entre 70 et 80 ans. Et en fait, le sujet, c'est pas tant cette borne que de garantir finalement qu'elle vieillisse conformément aux exigences de sûreté. Donc en fait, on fait des projections et selon les résultats du suivi en exploitation des cuves, vous savez qu'on met des éprouvettes en fait qui simulent très clairement ce que voit le métal de la cuve en matière de rayonnement. C'est le phénomène qui le fait vieillir. Et donc on corrèle nos pronostics et nos projections au fait que ce qu'on mesure tous les ans sur nos cuves correspond à ce qui était prévu. Voilà. Après, on mobilise aussi des leviers pour réduire l'impact de ce rayonnement. Je vais en citer deux. Alors, le rayonnement a un nom un peu barbare qu'on appelle l'affluence, mais globalement, on essaie de réduire l'affluence dans les cuves. Et puis, on ajoute aussi des éléments dans les cuves, on appelle ça des crayons AFNOM, qui ont pour but justement d'agir sur le fait qu'on expose moins les zones sensibles des cuves. Et ça participe à faire bouger cet horizon de la durée de vie de nos cuves sur le 1300. Donc, c'est plutôt un composant donc non remplaçable, on en a parlé en introduction, pour lequel le pronostic est plutôt très confortable. Merci Monsieur Clément. Une question pour vous Madame Noiville. Pourquoi le haut comité que vous présidez ne lancerait pas une concertation sur le projet de loi de fusion IRSN-ASN ? C'est bon, il est allumé, madame. Okay. Ouais. Alors, il en aura effectivement la possibilité, et je peux vous dire que de très nombreux débats ont eu lieu au sein du Haut Comité, et même dans un cadre plus élargi, puisque M. Geffroy, qui a pris la parole tout à l'heure ici, par exemple, a été invité avec ses collègues à donner son point de vue. Simplement, il ne vous a pas échappé que le calendrier rendait l'entreprise très compliquée. Cela étant, je tiens à dire que le Haut Comité est en train de préparer un avis à destination du gouvernement sur ce sujet, et en particulier sur son point de vue en ce qui concerne les éléments relatifs à la transparence et à l'information et à la participation du public dans le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui, et que nous avons une réunion plénière jeudi au cours de laquelle l'ensemble des parties prenantes vont s'exprimer sur ce sujet et, je l'espère, arriver à un avis qui sera consensuel. Et donc un avis qui pourrait être rendu public dans combien de temps ? Un avis qui sera rendu public, et si tout va bien, le 1er décembre, c'est-à-dire le lendemain de notre plénière. Voilà une réponse précise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant plutôt la concertation, a priori? Sinon, on va en venir au... Ah, voilà. Allez-y. Alors, vous souhaitez peut-être un micro. On va vous apporter un micro tout de suite. Allez-y, madame. Vous vous présentez. Alors, Marie-Cécile Brock du CRILAN, c'est une association antinucléaire, de la CLI de Orano-La-Hague et la CLI de CSM Andra, dans La Hague aussi. Donc voilà, j'ai entendu madame du HCTISN qui demande à ce que le public participe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne sont pas du tout formés au nucléaire. Et donc, pourquoi ne pas faire des réunions de travail avec des gens, comme ça c'est fait déjà, tirés au sort, qui viennent de différents horizons et qui auraient du temps pour travailler
travailler la question, pour se poser les vraies questions, quoi. Bon, ça a déjà eu lieu au niveau, je crois, du climat il y a quelques années. Les conclusions étaient, paraît-il, très intéressantes, mais n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Donc, effectivement, on se demande. Mais je pense que les gens, comme ça, ils peuvent donner un avis, oui, non, voilà. Ils savent pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas formés et qui n'ont pas vraiment d'éléments. Alors, ils sont capables de réfléchir, mais il faut qu'ils aient le temps et puis de se confronter avec différentes personnes, différents avis. Madame Noisville. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs. Enfin, j'ai été voir sur votre site au niveau de la concertation. Il y a beaucoup de questions de prévues pour ceux qui souhaitent répondre. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous rejoins tout à fait, madame. Je crois qu'on sera nombreux ici à partager le constat selon lequel, en effet, on a du mal à attraper en quelque sorte le grand public dans des réunions de ce genre. Pourquoi ? Parce que les journées n'ont que 24 heures, que les sujets sont techniques, ils sont compliqués, et que pour arriver à le coût d'entrée est important, et que ces sujets-là, finalement, appellent un gros travail de compréhension et de réflexion qui ne se fait pas en 2 minutes. Voilà. Donc, il faut être capable, effectivement, d'affirmer cette réalité, et même Chantal Joanneau, quand elle a quitté la CNDP, vous le savez, la Commission nationale du débat public, a elle-même invité à réfléchir à la meilleure manière, effectivement, d'organiser le débat public autrement que dans des grandes réunions publiques auxquelles finalement viennent assez peu les citoyens entre guillemets lambda. Et la proposition que vous formulez, j'y adhère tout à fait. Moi, j'ai été impliquée très étroitement dans la première conférence de citoyens qui a été organisée en France et qui concernait les organismes génétiquement modifiés. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait sur le fait que à partir du moment où les citoyens sont formés, à partir du moment où on leur donne des éléments dans toute la diversité des éléments qui existent, et dans le respect, encore une fois, du contradictoire, où on leur met en main l'ensemble des éléments qui permettent de réfléchir convenablement à toute la complexité d'une question, toute une question dans sa complexité, eh bien, ils sont capables de rendre des avis qui, effectivement, sont très intéressants. Vous avez signalé le changement climatique, mais on peut aussi faire référence à la conférence de citoyens qui a été organisée par l'ANDRA, sur la phase industrielle pilote du projet CIGEO. Voilà, donc c'est effectivement vers ces organisations-là qu'il faut, je crois, évoluer. Ce qu'il y a, c'est que ça demande le respect d'une procédure extrêmement précise. C'est très lourd à organiser. Mais je crois effectivement que s'il y a un point qui est intéressant je trouve dans le projet de loi dont on parlait tout à l'heure, et dont tout le monde parle en ce moment, c'est effectivement la nécessité de repenser des modalités de concertation plus approfondies et différentes, je pense, sur les sujets d'intérêt majeur que seront ceux qu'on a identifiés ce matin, enfin évoqués ce matin, le changement climatique, les SMR et toutes ces questions-là. Pour prolonger ce que vous disiez, on a une question par SMS. Quel peut être concrètement l'impact de l'avis du public sur les décisions gouvernementales ? Ça, c'est un sujet qui dépasse le nucléaire. Et s'agissant du nucléaire, certains vous diront que de toute façon, les décisions sont déjà prises par avance. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il est vraiment très important. Encore une fois, je vais le redire, mais il me semble qu'à une époque de relance du nucléaire, il est vraiment extrêmement important que la confiance qui s'est installée dans notre pays ces 15 dernières années, et ça, on le remarque tous les jours au comité, tout en pointant du doigt toute une série de progrès qui restent encore à opérer. Mais la confiance qui s'est installée dans notre pays, progressivement, grâce à une politique de transparence croissante, eh bien, elle doit absolument être consolidée, confortée, et que le fait, effectivement, de ne pas suffisamment interroger le public et de ne pas suffisamment l'écouter, quitte à ce que le gouvernement ensuite dise « on a bien entendu que vous demandiez ça pour telle et telle raison, nous avons fait un choix différent », mais au moins que les choses soient claires et transparentes, ça me paraît effectivement absolument crucial. Alors on a une question aussi pour Monsieur Clément, une question de Monsieur Terraché de la CLI de Civaux. Y a-t-il une différence de résilience à l'affluence entre les types de réacteurs ?
Ben oui. Et du coup, c'est bien pour ça que c'est pas un sujet qu'on globalise. Hein. C'est chaque cuve de réacteur, selon le palier de puissance et selon sa spécificité, fait l'objet du suivi dont je parlais tout à l'heure. Donc, on est sur un suivi sur mesure de chaque réacteur en la matière. Merci Monsieur Clément. Madame Noisville, je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup pour... J'ai encore une question, s'il vous plaît. Oui. Il y a une bonne démarche qui a été faite, mais on s'est un peu moqué des gens. Pardonnez-moi pour le terme. On a mis en ligne, je m'appelle Le Marchand, je suis ingénieur en génie atomique, je suis expert de justice. Monsieur de Rozuc me connaît, je lui ai déjà écrit plusieurs fois, le EDF également. Donc on a mis le rapport de sûreté de l'EPR en ligne. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bien qui a été fait, c'est qu'on a enlevé toutes les valeurs numériques. Ce document, il est illisible. Alors moi, j'ai tout téléchargé, tous les documents, j'ai trouvé une bonne démarche. Mais moi, je vous dis, mettez-en moins dans ces cas-là. Faites un document comme les plans d'intervention. Si vous ne voulez pas mettre les données, mais au moins vous en mettez quelques-unes. Mais il ne faut pas se moquer des gens en disant que c'est le rapport de sûreté dans lequel on a caviardé toutes les valeurs. Allez-y, Madame Noisville. Peut-être un mot sur ce point en disant, que je n'ai pas connaissance du sujet précis dont vous parlez. Que tout à l'heure, quand je disais que la transparence avait beaucoup progressé dans notre pays, qu'il restait effectivement un certain nombre de points sur lesquels il fallait encore faire mieux, c'est notamment celui du secret. Et on a rendu, je vous invite à aller voir un avis qui a été rendu par le Haut Comité il y a 2-3 ans maintenant, qui s'intitule « Transparence et secret dans le domaine du nucléaire », qui effectivement pointe la nécessité dans les expertises, qui doivent effectivement être rendues publiques, de ne pas biffer toute une série d'éléments qui permettent à ce qu'on appelle l'expertise non institutionnelle de challenger en quelque sorte l'expertise. Et donc il est vraiment extrêmement important en effet que sur ce point-là, il y ait une progression. Tout le monde est capable de comprendre qu'il y a des secrets protégés par la loi qui doivent être maintenus et donc que caviarder, pour reprendre votre expression, un certain nombre de documents se révèle nécessaire. Mais il ne faut pas que le secret constitue un argument trop commode pour, in fine, ne donner au public et aux parties prenantes que des éléments finalement non utilisables. Alors, on va prendre une dernière question, c'est pour vous, Julien Collet. Quel est le rôle, la contribution de l'ASN dans ce processus de concertation? C'est une question de M. Geoffroy. L'ASN fait partie du comité opérationnel de la concertation avec les autres acteurs. Donc notre rôle là-dedans, c'est de participer en apportant des éléments publics. Donc, il y a déjà en ligne sur le site de la concertation qui est ouvert des documents produits par l'ASN pour expliquer les phases qui ont déjà eu lieu. Il y a déjà eu une phase d'orientation, de définition des orientations de ce réalisation auquel le public avait participé et dont les conclusions sont en ligne. Également la mise à disposition des documents pédagogiques. Et puis enfin, nous avons des représentants qui participeront aux ateliers qui seront organisés tout au long de cet événement. Et puis, comme les autres acteurs d'ailleurs du comité de pilotage, et comme nous l'avions fait pour la concertation des réacteurs de 200 MW, nous avons pris l'engagement également de restituer dans le cadre du haut comité les enseignements que nous avons tirés de cette concertation et concrètement qu'est-ce qu'on en a fait dans l'instruction de ce dossier. Merci beaucoup. Madame Noisville, je vous laisse regagner la salle si vous le souhaitez. On en vient au deuxième sujet donc de cette partie d'actualité, le changement climatique. La Cour des comptes a publié le 21 mars dernier un rapport sur l'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires. Le parc existant ou en projet devra, dit le Conseil d'État, faire face à des exigences fortes dans les prochaines décennies. Je vous laisse la parole, Régis Clément, pour nous faire le point sur les conséquences du changement climatique, son impact. Et puis avec Julien Collet de l'ASN, vous répondrez ensuite à toutes vos questions. Merci. Je vais essayer de vous brosser en une petite dizaine de minutes
ce qui est très court, mais où on en est. Alors déjà, je vais commencer par une première idée qu'il faut avoir en tête. L'impact du réchauffement, l'impact du changement climatique a subi une inflexion très notable il y a déjà 20 ans de cela sur le parc nucléaire. En fait, après l'événement et la canicule de 2003, on a mis en place un plan Grand Chaud. Ce plan Grand Chaud, globalement, il a tiré comme idée que les phénomènes répétitifs extrêmes pouvaient du coup amener sur nos installations à modifier ces installations pour regagner des marges supplémentaires. Donc on a fait quoi à l'issue de ce plan Grand Chaud qui a été déployé sur tous les réacteurs? Eh bien, on a augmenté finalement la capacité pour les matériels électroniques à tenir à des températures plus élevées. On a augmenté les capacités de climatisation principalement, hein, donc on augmente les débits, on rajoute des batteries froides, et puis ça participe globalement à résister à des épisodes. Il y a eu depuis 2003 une bonne dizaine d'épisodes caniculaires plus ou moins sévères, étiages plus ou moins sévères. Donc ce plan Grand Chaud, faut l'avoir en tête parce que du coup toute la suite que je vais expliquer s'inscrit dans une continuité et une accélération de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc continuité parce que on part pas de zéro, et accélération parce que comme tout le monde, vous constatez comme moi évidemment que les phénomènes s'accélèrent. Alors un point de référence, j'ai parlé de 2003, 2022 c'est le deuxième épisode historique le plus sévère qu'on a connu en manque pluviométrique et en écart de température au-delà de la moyenne. Donc si on devait positionner dans un nuage de points tous nos épisodes, je dirais, d'impact climatique au gré des années, 2022 est le deuxième après 2003, qui est aujourd'hui celui qu'on connaît historiquement comme le plus sévère. La France n'est pas du tout épargnée dans les projections. Alors en fait, les projections sur lesquelles EDF appuie ses travaux sont celles du GIEC. C'est pas compliqué, c'est comme ça qu'on a calibré nos travaux. Donc positionner les événements les uns par rapport aux autres et avoir une référence d'expertise qui n'est pas la nôtre, mais qui est le standard international. Alors moi, on m'avait demandé de le faire plutôt sans support, mais moi j'ai pas de difficulté en tout cas pour le communiquer. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on a dedans n'est pas secret du tout et ne sera pas biffé. L'adaptation au changement climatique. Alors EDF aujourd'hui donc révise tous les 5 ans les prévisions. Donc on est sur un rythme qui s'inscrit à une maille de temps de 5 ans. On a un rendez-vous qui est celui de la réévaluation de sûreté, qui est celui des 10 ans. Et puis dans le cadre de la perspective de la prolongation de la durée de fonctionnement des réacteurs, là on projette très très loin devant, on essaie d'aller le plus loin possible. Donc forcément, plus vous regardez loin, plus les incertitudes sur lesquelles on se place augmentent, et augmentent drastiquement évidemment. Deux grandes familles. Le parc nucléaire a deux choses. Il doit contribuer à l'atténuation des effets. Donc ça va plutôt concerner l'impact sur le milieu des centrales, qu'on va réviser à la baisse. Donc l'usage de l'eau principalement, et l'impact sur les milieux hydrobiologiques. Et puis d'autre part, il doit être plus résilient, donc il doit s'adapter. Et pour s'adapter, on va travailler sur des capacités à réagir, on va dire, positivement à des événements de plus en plus extrêmes. Donc l'adaptation, c'est cette vision et cette résilience. On doit être capable de raisonner pas que sur l'installation elle-même, mais sur son territoire. Une centrale nucléaire, c'est une usine
implantée dans un territoire, donc on a une vision de ces impacts d'événements sur la capacité finalement de la centrale à fonctionner. Et puis capacité aussi à s'adapter dans la durée, c'est-à-dire en clair à anticiper pour éviter d'être rattrapé finalement par une accélération des phénomènes que nous n'aurions pas suffisamment anticipé en termes de modification des installations. Donc ça, c'est nécessaire d'avoir cette profondeur-là. L'adaptation, ce sont des impacts qui touchent finalement tous les enjeux. Donc la sûreté, la production, puisque en général, au moment où on a ces impacts, on a des situations sur le réseau qui sont potentiellement difficiles. Donc le gestionnaire de réseau a des besoins, nos concitoyens ont des besoins. Donc il ne s'agit pas de se retrouver avec un manque de capacité de production. Donc on a ces enjeux de sûreté, cet enjeu de production, et puis l'impact du changement climatique, et notamment autour de l'eau, c'est une ressource partagée par bassin, par territoire, donc on n'est pas tout seul. Et donc on doit être concerté, on se concerte. Et puis tout ça est encadré par une réglementation extrêmement précise. On parle de quoi ? On parle de la température de l'air, on parle du niveau de la mer, on parle des étiages, donc la réduction des débits, alors qui peuvent être de deux catégories, longs et ou sévères. On peut avoir les deux types d'étiage. Donc c'est deux gestions qui sont pas tout à fait les mêmes. On parle de la température de l'eau et puis on parle d'événements violents de type épisode Cévenol par exemple. On parle d'événements de type tornade. Donc c'est à tout ça c'est sur tous ces éléments-là qu'on travaille. J'avais parlé des effets. Les effets, ils sont sûrs. Ce qui n'est pas sûr, c'est l'ampleur de ces effets. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout notre travail, c'est de réexaminer tout ça à vitesse rapide, donc tous les 5 ans, parce que c'est la veille climatique qui est efficace, et puis de projeter. Alors pour les projections, sur la température de l'air, aujourd'hui les scénarios, ils vont de grosso modo, plus 1 degré en température moyenne à plus 4 degrés en température moyenne. Le plus 1 degré fait appel à tout un tas d'hypothèses qui sont extrêmement complexes, mais globalement, on est à quasi zéro émission CO2 et gaz à effet de serre. Donc il y a une rupture brutale. On n'est clairement pas embarqué sur cette tendance. Pour le niveau de la mer, on est entre 50 cm d'augmentation moyenne et 1 mètre. Donc le 50 cm est toujours sur la fourchette basse, c'est si l'activité humaine au niveau de la planète était nettement, très très nettement infléchie vers un net zéro en CO2 et gaz à effet de serre. Donc évidemment le plus 50 cm est probablement pas ce qui va se réaliser. Au passage, nos équipes regardent aussi la robustesse des prévisions du passé quand on se mesure aujourd'hui. Ça permet de savoir, quand on était 10 ans en arrière et qu'on projetait les scénarios, finalement, qu'est-ce qu'on constate 10 ans plus tard. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est soit sur la fourchette haute, soit on est au-delà de la fourchette haute, très légèrement. Donc toutes les prévisions du passé montrent plutôt qu'à ce stade, en tout cas, qu'on est sur la fourchette haute. Je vous parlais d'adaptation. Alors, je vais rentrer dans des exemples. Grosso modo, donc on part bien des effets et ensuite on regarde quels sont finalement les leviers pour y répondre. Donc température de l'air, température de l'eau, niveau de la mer et puis les étiages. Alors, je vais donner quelques exemples. Déjà pour vous dire que dans le monde, on a une petite dizaine de réacteurs qui fonctionnent, qu'on suit et qui présentent des conditions là où ils sont plus sévères qu'en France. Donc ça peut être un élément important, c'est public, cette information n'est pas secrète, mais c'est intéressant parce que ça nous permet, par exemple en suivant des réacteurs qui se situent en Inde, d'avoir des exemples de réacteurs en milieu tropicalisé.
Quand on suit un réacteur comme Palo Verde aux États-Unis, c'est des températures extrêmes et des sécheresses extrêmes. Donc ça nous permet, nous, par rapport à notre, je dirais, fourchette dans laquelle se situent nos réacteurs en France, d'explorer et de suivre ce qui se passe ailleurs dans le monde dans des conditions plus sévères. Alors dans les solutions qu'on travaille pour faire finalement du passage des 50 ans, qui est un premier marqueur très important lié à l'enjeu climatique. Les 50 ans du 900 MW, c'est bientôt, c'est 2029, donc pour pas dire demain, et on sera sur cet enjeu majeur de l'adaptation au changement climatique. Sans attendre ces 50 ans, il y a ce qu'on a appelé des investissements immédiatement nécessaires ou intéressants. Alors, de quoi on parle ? On parle de la capacité à réutiliser nos eaux dites usées dans le cycle industriel de l'eau sur une centrale. Une centrale, c'est une grosse installation qui produit de l'eau qu'on va conditionner, qui l'utilise dans le process et qui va la rejeter. Donc, utiliser cette eau et la réutiliser, ça fait partie, c'est ce qui se passe, je parlais de la centrale de Palo Verde aux États-Unis, cette centrale est particulièrement intéressante pour nous en la matière. On peut mettre en place des technologies dites sèches ou semi-sèches sur les aéroréfrigérants. Nos aéros, aujourd'hui, le panache que vous voyez, même si c'est très positif pour la consommation en eau, eh bien on peut aujourd'hui travailler, et il y a des essais en cours sur le parc, à l'utilisation de systèmes qui rabattent et qui récupèrent finalement une partie de ce panache. On a ce qu'on appelle des aéroréfrigérants sur les purges. Alors ça, typiquement, c'est déjà en place à Civaux. Il y avait un monsieur tout à l'heure de Civaux. Bien sûr, Civaux, vous avez déjà ça. On utilise de la brumisation d'eau pour les réfrigérations des ventilations. J'ai dit tout à l'heure que dans la température de l'air extrême, eh bien en fait, quand on climatise les locaux, il faut être capable de quelque part faire tomber cette température. Donc au lieu de rajouter des sources de climatisation qui sont des gros équipements supplémentaires, ce qu'on a déjà fait après Fukushima, on fait des systèmes de brumisation qui font tomber à l'entrée donc de l'aspiration d'air la température. Les capacités de refroidissement, évidemment, les échangeurs, les clims font partie de l'évolution. On a déjà fortement investi en la matière et on continuera. Et puis on rehausse des digues, donc c'est le cas à Blayais, à Gravelines. Gravelines, c'est grosso modo de 6 mètres 12 à 7 mètres 48. Donc en clair, on prend en compte la protection périmétrique. Sur les capacités de stockage, si vous êtes en étiage, pour qu'une centrale tourne, au-delà des conditions thermo-hydrobiologiques, il y a le fait de conserver les effluents parce que vous n'êtes plus dans les conditions autorisées pour les rejets. Pour ce faire, eh bien, il faut des capacités de stockage supplémentaires. Certaines de nos sites, sur le Val-de-Loire et sur la Vienne, pour Civaux, vont nécessiter la fabrication de réservoirs assez importants, supplémentaires, qui font que pendant la période d'étiage, vous stockez et vous rejetterez quand les conditions seront revenues. Et puis l'usage de l'eau, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était avoir l'idée que oui, on a besoin de beaucoup d'eau, mais on en rejette et on la remet, on le restitue au milieu une quantité extrêmement importante. La quasi-totalité de ce qu'on utilise est remis dans le milieu. Donc ce qui est important pour nous, c'est les conditions dans lesquelles on peut obtenir cette remise à disposition du milieu de l'eau. Donc les qualités tout simplement, ce qu'on a pris, et les températures, qualité chimique et qualité thermique. Voilà. Donc ça fait partie des travaux sur lesquels aujourd'hui on continue d'améliorer nos méthodes d'exploitation. Voilà, je vous ai brossé le tableau et je répondrai bien volontiers à vos questions. Donc retenez quand même bien que on est engagé dans un schéma de continuité, qu'on va accélérer les investissements en la matière. Il y a un grand rendez-vous aux 50 ans du 900 MW. Et d'ici là, eh bien, on continue à travailler en basant nos travaux finalement sur un état de l'art international. Alors vous parliez, merci Monsieur Clément, tout à l'heure du travail de vos équipes qui étudiaient la robustesse des prévisions du passé. À échéance 2050, il y a des études qui disent que les arrêts des réacteurs pourraient être multipliés par 3 ou 4. Est-ce que ce sont des résultats que vous corroborez et comment vous l'anticipez ?
Alors c'est là qu'on arrive dans les pronostics dont je parlais tout à l'heure, selon les conditions. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que il n'y a pas d'impact ou très peu d'impact sur le productible. On parle de moins de 1%. Donc les installations nucléaires sont robustes aux impacts, et on parle bien de température extrême d'ores et déjà. Il suffit de regarder en vallée du Rhône ce que certains sites ont connu, ou en région centre ce que certains sites ont connu dès l'année dernière. C'est quoi des températures extrêmes ? Là, on est aux environs de 45 degrés et plus. Et nous, on travaille évidemment en prenant en compte le 50 degrés et en considérant que 50 degrés, c'est pas une pointe, ça peut être durable. Donc c'est pas les mêmes équipements, c'est pas la même réponse technologique si vous projetez des épisodes de température de ce type-là. Et puis, je le redis, certains réacteurs ailleurs dans le monde fonctionnent à des niveaux de température encore supérieurs. Donc les arrêts de tranche particulièrement longs, parce qu'on ne serait plus en capacité de répondre finalement à nos obligations. Non, nous on se projette pas dans ces scénarios-là, parce qu'on considère qu'on a aujourd'hui les leviers pour éviter justement la rupture d'approvisionnement. Alors face à ce changement climatique, la démarche d'EDF a été de réévaluer les températures de longue durée et des températures exceptionnelles. La question s'adresse à vous, Julien Collet. Pourquoi est-ce que l'ASN a jugé cette démarche conforme ? Cette démarche, elle est évaluée à l'occasion de chaque réexamen de sûreté. Ça, c'est la partie qu'on fait effectivement maintenant depuis quelques dizaines d'années. De manière systématique, on va regarder, dans le cadre du réexamen, la réévaluation des agressions climatiques notamment, et en prenant en compte le changement climatique. Voilà. EDF nous présente une démarche. C'est une démarche qui s'appuie sur les scénarios du GIEC, en retenant des scénarios justement plutôt pénalisants pour tenir compte des incertitudes possibles. Ça lui permet de définir un aléa, c'est-à-dire un niveau de température, une durée de température auquel les installations doivent résister. Donc ça, c'est des choses qui sont instruites par l'ASN, avec l'appui de l'IRSN. Et puis, la phase suivante, c'est EDF propose des modifications des installations pour y faire face. Et là aussi, l'ASN participe à l'instruction et évalue le caractère suffisant des dispositions qui sont proposées. Voilà. C'est une démarche qui est documentée. Il y a des avis de l'IRSN, on en a parlé. C'est également des choses qui sont détaillées. Les conclusions de l'instruction, le cheminement suivi est détaillé dans le rapport d'instruction de la phase générique du 4e réexamen des réacteurs de 900 MW. Alors, on a une question également pour vous, Julien Collet, de Nathilde Nevena. Une revue de valeur tous les 5 ans, est-ce que c'est pas trop espacé, notamment pour la prise en compte des événements de valeur extrême ? En fait, il y a une démarche de réexamen, réévaluation qui est, on va dire, automatique, qui doit être calée en fait également sur les scénarios du GIEC. Le GIEC fonctionne également avec un cycle où il introduit des résultats nouveaux. Tous les combien pour le GIEC à peu près ? Je crois qu'on est à peu près sur 5 ans également. Et 5 ans aussi ? C'est calé en fait avec les scénarios du GIEC, puisque ça reste la source de référence pour toutes ces études. Et par ailleurs, l'ASN demande à EDF qu'à chaque événement exceptionnel qui sort en fait des prévisions qui résultaient des projections, que EDF réinterroge ces données chaque fois également qu'il y a un événement exceptionnel. Allez-y, complétez. Oui, peut-être pour compléter, en fait, la démarche de retour d'expérience, c'est tous les ans au niveau de chaque centrale et au niveau national. Donc en fait, tous les ans, on fait un exercice sur le parc basé sur 2 choses. Y a-t-il eu des comportements atypiques sur nos équipements et systèmes ? Augmentation du nombre d'indisponibilités, problèmes, je dirais, d'exploitation liés à ces conditions d'étiage ou de température élevée. Et puis au niveau du système, c'est-à-dire de la production nucléaire, y a-t-il eu des effets qui ont présenté des difficultés ? Donc en fait, la veille climatique dont je parlais tout à l'heure, 5 ans, elle s'appuie aussi sur un retour d'expérience tous les ans
de la période dite d'étiage et de température élevée qui augmente en durée. Dans l'année, on est aujourd'hui dans des conditions plus sensibles, plus longtemps, dans une année civile. Donc forcément, on regarde ça. Et puis dire aussi que le parc est très sensible à la capacité du soutien d'étiage, donc à la capacité d'avoir un réseau de réserve en amont pour les 13 sites qui sont sur rivière, qui permet d'assurer, je l'ai dit tout à l'heure, une gestion partagée du besoin et du soutien d'étiage. Donc ça, c'est vraiment important. L'agriculture et le tourisme sont des acteurs clés de l'usage de l'eau et l'usage industriel aussi, dont on fait partie. Donc forcément, EDF est aussi partie prenante dans ces gestions de bassins. Je vois Cécile Logier en face de moi, directrice environnement du parc nucléaire. C'est pour dire qu'on est très impliqué dans le dialogue avec les autres. C'est pas nous qui décidons des conditions de soutien d'étiage, mais il faut de l'eau dans les réservoirs en amont si on veut être capable de soutenir le moment venu ces débits. Alors justement, on vous demande une précision en ce qui concerne l'eau. Quelle est la proportion d'eau qui est réinjectée dans le milieu naturel? Cécile, tu veux... Je peux donner les chiffres, mais c'est quand même... Je vais réviser, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne voudrais pas vous décevoir. Vous voulez un micro? On monte un micro. Allez, hop. Sur un circuit ouvert, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à peu près en termes d'usage, on est à peu près au besoin à 170-180 litres par kilowattheure. Quand on est à une dizaine de litres d'eau par kilowattheure sur un circuit dit fermé. Alors, circuit ouvert, c'est les réacteurs qui n'ont pas de tour de réfrigération, qui prennent l'eau directement en rivière et qui vont la rejeter. Et puis les circuits dits fermés, c'est celles avec les tours de réfrigération. Cécile, si on nous demande une réponse avec un pourcentage. Oui, alors en pourcentage, effectivement, c'est important de bien distinguer les deux types de centrales, puisqu'il y a des réacteurs, comme ça a été dit, en circuit ouvert. Alors ouvert, ça veut dire qu'effectivement toute l'eau prélevée est restituée intégralement. Et ce qui est très important et qui va devenir de plus en plus important dans les discussions sur le multi-usage, c'est qu'elle est restituée immédiatement au même point, dans la même masse d'eau, et donc elle est immédiatement disponible pour les autres. Donc voilà, je me permets de répéter parce que effectivement c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est restitué immédiatement au même endroit et elle est elle est échauffée, effectivement, c'est sa fonction, mais elle n'a aucune pollution supplémentaire. Donc immédiatement disponible pour les autres usages, 100%. Et puis après il y a la grande catégorie très représentée en France. Comme ça a été dit en introduction, des centrales en bord de fleuve équipées de tours aéroréfrigérantes qui, elles, effectivement, vont prélever moins d'eau, en consommer une partie en termes d'évaporation, donc c'est les tours aéroréfrigérantes, et là on restitue quand même 75% de l'eau prélevée, et 25% qui est rendue au grand cycle de l'eau, mais elle n'est pas rendue immédiatement à la masse d'eau. Elle est remise dans le cycle, bien sûr, mais elle est remise dans un grand cycle. Voilà, donc 25% qui est, entre guillemets, évaporé. Alors, ça, sur ces centrales-là, ça va représenter 0,6-0,7 mètres cubes par seconde. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions. Je vais prendre votre question juste après, monsieur, et puis je sais qu'il y a une question par là aussi. On a pas mal de questions par SMS sur les dérogations. On nous dit finalement, quand il y a dépassement de température au niveau des rejets, il y a dérogation, et de dérogation en dérogation, jusqu'où irons-nous? C'est une question notamment de Marc Friedman de la CLI de Saclay. Oui, alors c'était le sujet d'une des tables rondes l'an dernier. En quatrième conférence des CLI. Rappelez deux points. EDF est amené, pour respecter les limites de rejet thermique qui sont fixées par la SN, à réduire la puissance de ses réacteurs et à arrêter certains d'entre eux pour respecter ces limites. Les mécanismes de dérogation qui sont prévus, ils sont là pour répondre à un autre besoin, qui
qui est le besoin de la sécurité du réseau électrique. Et donc, le cadre qui est prévu, c'est bien en cas de besoin du réseau électrique, donc qui se concrétise selon une procédure, soit par un avis du gestionnaire du réseau, RTE, soit par un courrier du ministère de l'Énergie exprimant ce besoin de sécurité. Et c'est uniquement dans ces cas-là qu'est accordée une dérogation. Puisque l'idée, c'est effectivement de peser deux enjeux, la protection de l'environnement d'un côté et la sécurité du réseau électrique de l'autre. Par ailleurs, quand les dérogations sont accordées, elle n'est pas accordée comme ça. Il y a également des dispositions supplémentaires qui sont demandées à l'EDF, avec notamment un renforcement de la surveillance au cours des phases où l'EDF en fait usage, et puis l'établissement d'un bilan à l'issue pour regarder si effectivement ça a eu un impact sur le milieu. Alors, on prend des questions dans la salle. Juste une dernière question par SMS. Est-ce qu'il n'y a pas une expérimentation à Civaux de rejeter l'eau sans augmentation de la température? C'est une question de Thierry Caillon de la CLI de Bugey. Oui, alors si tu veux compléter, Cécile, pas de souci. Oui, il y a plusieurs situations sur nos centrales sur lesquelles je parlais tout à l'heure des aéroréfrigérants de purge. Ils participent notamment sur la Vienne à faire ce que la personne décrit. On a des centrales en température absolue qui, par le mécanisme, c'est le cas à Golfech, peuvent refroidir dans certains cas particulier le milieu, c'est-à-dire que l'eau qu'on prélève à l'amont est plus chaude que l'eau qu'on rejette à l'aval. Alors ça se joue pas, c'est pas on parle de quelques dixièmes de degrés sur les réacteurs qui ont des tours à comparer aux quelques degrés quand on est en circuit dit ouvert. Hein. Donc les impacts sont pas de grande dimension. Donc oui, il y a des mécanismes, et je parlais tout à l'heure d'options technologiques qu'on est en train de travailler. Évidemment, demain, certaines de ces technologies auront un effet encore plus marqué au sens de réduire, voire inverser l'impact thermique sur le milieu. C'est-à-dire, en clair, on refroidit le milieu. Alors, les questions dans la salle, comme promis, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Patrick Maupin, France Nature Environnement, et membre du bureau de l'Ancli. J'avais une question sur la transformation des circuits ouverts en circuits fermés. Vous vous rappelez peut-être que M. Emmanuel Macron, le 30 mars dernier, dans un grand plan eau, avait indiqué que pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il y avait qu'à effectivement passer beaucoup plus en circuit fermé qu'en circuit ouvert. Le rapport de la Cour des comptes apparemment indiquait que d'après EDF, et sur 3 sites, dont celui du Bugey et du Tricastin, le passage donc de circuit ouvert en circuit fermé, avec donc l'installation de tours aéro-réfrigérantes, se montrait à environ un coût d'installation de 500 millions d'euros, et après avec des coûts de maintenance qui seraient assez importants. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que EDF confirme effectivement que l'installation de tours aéro-réfrigérantes sur les circuits qui sont actuellement ouverts et qui deviendraient fermés, c'est bien ce coup-là. Et aussi, petite question pour monsieur Julien Collet, qui effectivement avait été interrogé sur ce plan haut de monsieur Macron, et qui estimait que derrière, il y avait quand même toujours le souci aussi des questions de détartrage des boues, notamment s'agissant des tours aéro-réfrigérantes. Merci. Monsieur Clément. Alors, Cécile Laugier voudra compléter. Alors, la réponse sur le fait qu'il existe ailleurs dans le monde des centrales qui ont travaillé sur le passage d'un mode de refroidissement ouvert à un mode de refroidissement fermé, la réponse est oui, pas loin de chez nous. C'est le cas en Espagne, sur une centrale, à ma connaissance, peut-être c'est Almaraz. Et donc on a une situation de référence.
premier point. Deuxième point, avant de dire que c'est tout à fait gérable, une centrale, c'est ce qui se voit, et c'est beaucoup aussi ce qui est dans le sol et ce qui se voit pas. Et donc, quand on va toucher au système de refroidissement tertiaire, eh bien, on va toucher profondément au design du génie civil, et donc c'est des études d'une complexité quand même importante. Donc, c'est pas pour dans 2 ans. Et puis, troisième point, il y a plusieurs scénarios possibles. Et on les étudie. On s'est engagé EDF, très clairement, à travailler ces scénarios. Il peut y avoir un aéro qui finalement fait basculer tout le flux de refroidissement de la centrale. Il peut y avoir des aéros, j'en ai évoqué à Civaux sur les purges, qui vont écrêter finalement une partie du besoin de refroidissement. Et donc, c'est des installations qu'on peut fabriquer plus vite et techniquement plus facile à implanter, quoi. Donc ces différents scénarios-là sont clairement à l'étude. Et puis après, c'est très local, puisque chaque configuration de site, comment il est implanté, l'espace disponible sur le site, c'est un élément clé du raisonnement. Comment sont les réseaux enterrés, c'est un élément clé. Cécile, tu voulais... Oui, alors juste un complément pour confirmer comment on va procéder. On s'est engagé à étudier ces scénarios de modification de la source froide, qui sont des modifications très importantes, qui effectivement représentent des coûts considérables. Vous avez cité le chiffre du rapport de la Cour des comptes, qu'on avait bien sûr relu et fourni à la Cour des comptes. Donc on confirme ces chiffrages. Ce qui nous paraît important aussi, c'est de mettre sur la table, et on en a parlé aujourd'hui, dans le débat public, nous sommes membres systématiquement dans chaque comité de bassin, ça a été évoqué ce matin, des instances de concertation à l'échelle des bassins versants, des organismes tout à fait remarquables. C'est des parlements de l'eau, dont peut-être vous ne connaissez pas l'existence, mais qui existent depuis la loi sur l'eau et qui représentent en France des instances de partage et de concertation sur un sujet éminemment important comme l'eau, et dont on va, je pense, parler de plus en plus dans les prochaines années. Mais ça existe, c'est vraiment une démocratie au niveau local qui fonctionne, qui est effectivement très satisfaisante, et dans lequel nous sommes présents. Nous sommes dans chaque comité de bassin en tant que producteurs d'électricité. C'est-à-dire que tous les usagers, les agriculteurs, le tourisme, les associations de protection de la nature sont présentes, et les électriciens ont un siège particulier pour 2 raisons, parce que on est très dépendant de l'eau par l'hydroélectricité et par le nucléaire. Mais vraiment, c'est les 2 qui sont représentés. Alors pourquoi je parle de ces comités de bassin ? C'est parce qu'il y en a un qui est particulièrement concerné par le sujet que vous évoquez, c'est celui de Rhône-Méditerranée, puisque c'est sur le Rhône que sont situées les 3 centrales nucléaires en circuit ouvert, sur un fleuve d'eau douce. Et donc c'est devant ce comité de bassin qu'on s'est engagé à présenter des études qui nous paraissent importantes en termes de débat public, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une question de coût. C'est très important, mais derrière le changement de source froide, il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Et il s'agit quand même de partager en amont, parce que on peut penser le circuit fermé, c'est une excellente technologie pour réduire l'impact thermique sur le fleuve, mais elle a d'autres inconvénients. Des inconvénients paysagers, des inconvénients d'emplacement, des inconvénients de baisse de rendement, ça coûte cher, ça va amener des traitements chimiques, ça va consommer de l'eau, puisque on va... Donc tout ça, c'est pas anodin, c'est quelque chose dont il faut parler avant, puisqu'on ne voudrait pas qu'effectivement, si on s'engageait sur des modifications, les gens finalement soient étonnés. C'est des choses dont il faut parler, effectivement. Donc c'est pour ça que nous allons reprendre ces études et les partager, pas seulement sur l'ordre technique et économique, mais vraiment sous aussi l'angle de l'ensemble de ces impacts
puisque c'est quelque chose qui peut peser et qu'il faut mettre dans une perspective d'évolution vers des climats beaucoup plus difficiles avec une certaine rareté de la ressource en eau. Donc c'est vraiment pas anodin et il n'y a pas de solution évidente qui réponde à tous les enjeux en même temps. Rapidement, monsieur, allez-y. Ah non. Je voudrais apporter une précision à Nogent-sur-Seine. Quand l'EDF rejette de l'eau à plus 2 degrés, les truites arc-en-ciel font la gueule, à tel point qu'il n'y en a plus maintenant. On a carrément un changement de biodiversité. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions là-dessus, justement, sur le fait que ça va aller forcément avec le changement climatique en augmentant au niveau de la température. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion engagée, nous dit notamment Alain Vico, sur une adaptation au changement climatique de la réglementation des usages et notamment sur les valeurs limites actuelles qui pourraient être dépassées naturellement? Est-ce que je pourrais... J'ai demandé la parole depuis assez longtemps. Oui, je vous promets, juste après. Moi, j'essaye de regrouper les questions pour gagner un peu de temps. Merci. Je ne vous ai pas oublié. Ça fait partie des travaux sur lesquels on est clairement engagé. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, utiliser une tour aéro-réfrigérante, ça veut dire aussi utiliser des produits qu'il faut mettre dans nos circuits pour éviter le dépôt de tartre. Avoir des condenseurs, on avait précédemment des condenseurs avec des tubes en cuivre qui sont plutôt bons pour éviter le développement amibe et légionnel, mais qui présentaient un inconvénient sur les métaux lourds. On a retiré ces condenseurs cuivre pour les remplacer par du titane. Le titane a un meilleur impact du point de vue des métaux, mais en revanche nous nécessite un traitement qui aujourd'hui est plutôt en croissance pour éviter le développement des populations amibes et légionnelles. Tout ça pour dire que finalement il y a 2 pieds sur lesquels il faut en permanence travailler. C'est travailler les limites, ça c'est ce qui est autorisé, et travailler le process pour en réduire finalement le besoin ou l'impact. On a des tours de petite hauteur, de faible hauteur, qui comme Chinon. Ça veut dire quoi, faible hauteur ? Ça veut dire qu'elles font 35 mètres de haut, une quarantaine de mètres de haut, quand les autres font plus de 100 mètres de haut. Donc ces tours-là, elles nécessitent un traitement particulier, elles ont des comportements particuliers, donc on fait aussi des travaux. Alors, sur l'impact sur le milieu, c'est pas EDF tout seul, c'est aussi travailler avec des partenariats universitaires, notamment, là, Cécile Logier pourrait développer bien plus que moi, mais pour dire que quelque part, il faut des programmes d'investigation. C'est pas si simple. On en a fait un très important autour de budget qu'on pourrait développer, mais pas uniquement. Merci Monsieur Clément, allez-y, posez votre question. Merci. Puis après, on passera au thème suivant. D'accord. Bonjour, Pauline Boyer. Donc, je suis chargée de campagne sur la transition énergétique pour Greenpeace. Et ma question est pour Monsieur Clément. Alors, j'entends que pour les centrales nucléaires existantes, l'ajustement et l'adaptation des règlements climatiques se fassent tous les 5 ans ou toutes les années, etc. Mais ma question, c'est qu'avez-vous prévu pour les centrales nucléaires que vous ambitionnez de construire, donc les EPR2 ? Est-ce qu'il y a on a parlé là, on sait que le glacier du Rhône, qui est la source du Rhône, va fondre d'ici 2050. Gravelines, vous venez de parler d'une augmentation de 1,2 mètre des polders et des digues autour. Est-ce que ça, c'est suffisant pour des nouvelles centrales nucléaires qui fonctionneraient jusqu'à 2100 ? Voilà, et donc ma deuxième question, c'est on vous a demandé de nous communiquer justement les études que vous faisiez à ce propos. EDF nous a communiqué le document qui s'appelle ADAPT, qui est une prévision jusqu'à 2050, donc qui nous paraît déjà complètement insuffisante pour des nouvelles centrales nucléaires, mais en plus il est complètement caviardé, et même les scénarios du GIEC sur lesquels vous vous basez pour faire vos calculs sont caviardés. Donc ça nous donne pas trop confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Et puis, est-ce que vous pensez vraiment que caviarder les scénarios du GIEC,
ça fait partie du secret des affaires. Et donc nous vous réitérons notre demande d'information par rapport à ce que EDF est en train de faire en ce moment pour envisager l'adaptation et la résilience de nouvelles potentielles centrales nucléaires face aux impacts du dérèglement climatique. Merci beaucoup. Du coup, merci pour votre question. Je vous engage à pas demander à EDF des données publiques. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et quand une partie de ces données que vous nous demandez sont disponibles, je ne vois pas l'intérêt de nous solliciter pour les avoir. Je vais reprendre très clairement l'objectif. Sur l'EPR2, on est sur CMIP 6. CMIP 6, c'est les prévisions du GIEC sur lesquelles on base notamment les travaux. Alors, c'est à l'étude. Très clairement, c'est pas terminé. Et je vais essayer de vous répondre aussi sur un deuxième. Donc, CMIP 6. Je vous laisserai aller voir sur Google. Aujourd'hui, CMIP 5, c'est plutôt ce qu'on a utilisé pour passer les 40 ans. CMIP 6, c'est ce qu'on prend en compte pour travailler à l'horizon du passage des 50 ans sur les réacteurs. Donc, quand je parle de référence de données d'entrée issues du GIEC, CMIP 6, c'est le nom de code barbare, je suis désolé, mais au moins c'est consultable et vous savez de quoi on parle. Quand on fait des prévisions à 70 ou 80 ans devant, on a des prévisions globales. Ces prévisions globales, elles effacent les effets statistiques locaux. Quand vous prenez un modèle, et le GIEC en utilise beaucoup, c'est des macro-modèles. Donc si vous voulez regarder loin devant, vous dites 2050 c'est insuffisant, je partage, mais de quoi on parle ? Vous n'avez pas besoin de savoir comment les choses vont évoluer au niveau global. Vous nous interrogez, en général, sur la situation locale. Et vous dites, quelle va être la situation au droit du site de Gravelines dans 70 ou 80 ans. Et là, il faut avoir en tête que passer d'un modèle global à un modèle local, c'est des travaux de R&D d'une complexité redoutable. Ça s'appelle la descente aux échelles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, d'un claquement de doigts, même si on le souhaiterait, tirer des enseignements à ces horizons de temps-là d'un mécanisme de simulation globale pour dire, autour du site de Gravelines ou autour du site de Bugey, voilà ce qu'il en sera à l'horizon de je sais pas, 40 ou 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Ça, on s'est engagé à le faire. Dans le dialogue avec l'autorité de sûreté, on est engagé sur fournir déjà des livrables dès l'année prochaine sur comment on peut progressivement redescendre les simulations d'ensemble à du local. Et c'est un élément extrêmement important. Si on ne le fait pas, c'est des incertitudes telles que ça ne veut plus rien dire. Et après, on peut jouer à se faire peur, mais là, pour le coup, ça ne sert plus à rien. Donc, on ne construit pas nos installations pour ça. On cherche à avoir une base scientifique validée, si possible, et donc à faire ce travail précis de redescente d'échelle. Pardon, j'étais un peu... Merci, non. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Régis Clément, merci Julien Collet. On va en venir au troisième sujet de cette matinée, les petits réacteurs modulaires. J'appelle à me rejoindre le tandem qui travaille au sein de l'ASN et de l'IRSN sur ce dossier, Philippe Dupuis et Sébastien Israël. Alors, les SMR, les AMR, les petits réacteurs modulaires vont permettre de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais ils posent beaucoup de questions. Quelles garanties de sûreté et de sécurité vont leur être applicables ? Je vous laisse la parole à tous les deux, puis juste après, bien évidemment, vous répondrez aux questions par SMS et aux questions de la salle. Déjà, bonjour. C'est bon, oui. Bonjour à tous. En propos liminaire, je pense qu'il était important, sur un sujet comme ça d'avenir, de ce nouveau nucléaire, de vous montrer que, indépendamment des évolutions du sujet qui a préoccupé, qui a changé, que nous remplaçons, qui était le projet de fusion, vous rassurer en tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, au niveau des experts de l'IRSN et de l'ASN,
On continuera, comme d'habitude, à travailler ensemble pour le meilleur niveau de sûreté à votre service. Et c'en est une démonstration qu'on compte faire ce matin en montrant qu'on est une équipe, quoi qu'il arrive, et on continuera à faire notre travail et notre mission. Sur le sujet des SMR, de ces petits réacteurs modulaires, deux parties que je vais vous présenter avec Sébastien Israël. Parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous expliquer ce monde de ce nouveau nucléaire qui arrive. Parce que je crois que c'est le bon terme. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler un nouveau nucléaire de proximité. Voilà, une énergie nucléaire de proximité. Vous avez l'habitude d'entendre parler du nucléaire de proximité, mais plus par rapport aux sources radioactives, aux hôpitaux, au nucléaire diffus. C'est ça qu'on va vivre un petit peu, une petite révolution qu'on va vous présenter. Mais même le monde des SMR est quelque chose de très varié. Donc j'ai juste 2 diapos sur lesquels je vais m'appuyer, sur lesquels on va dialoguer avec Sébastien, pour vous présenter que lorsqu'on parle des SMR, il y a quand même deux grands mondes un petit peu différents. Le premier monde du SMR, c'est le monde, vous avez entendu parler dans la presse, de NUWARD. NUWARD, qu'est-ce que c'est ? C'est un réacteur de la même filière que ceux d'aujourd'hui, les réacteurs à eau sous pression, développés par EDF, en partenariat avec Technicatom notamment et Naval Group, avec comme application principale fournir de l'électricité, être une capacité de production électrique. Voilà. Donc, au final, si on regarde par rapport au nucléaire aujourd'hui que vous connaissez, ce qu'on commence à appeler aujourd'hui le modèle 1-1-1, une filière de réacteurs, le SMR NUWARD reste dans la même filière, un seul exploitant que nous avons de réacteurs nucléaires aujourd'hui en France qui est EDF, NUWARD en France sera aussi exploité par EDF, et une seule application qui est la fourniture d'électricité sur le réseau. On reste exactement dans le même modèle. Donc, lorsqu'on parle de SMR, il n'y a pas forcément une révolution systématique. Là, on a un cas typique d'une évolution d'une technologie qui est maîtrisée, puisque cette réduction d'échelle, on la connaît, puisque des réacteurs de cette technologie-là aux sous pression aujourd'hui sont déjà utilisés sur le Charles de Gaulle, sur les sous-marins de la propulsion navale. Donc, arrive dans le domaine civil cette possibilité de miniaturiser, d'être un peu plus compact et d'avoir des réacteurs moins puissants. La seule nouveauté, et c'est là où il faut insister, donc vous voyez, là ce n'est pas une révolution, on est vraiment sur une évolution, il va y avoir des gains de sûreté aussi. La révolution, ici, elle se passe ailleurs, c'est le marché que ça adresse. Aujourd'hui en France, vous connaissez surtout les centrales électronucléaires, qui sont des centres de production d'électricité massive. On est, en France, on dirait dans le Big is Beautiful, les EPR, les réacteurs très puissants. Là, on est dans des plus petites puissances. Parce que le marché qui s'adresse, c'est surtout le marché de la décarbonation des centrales thermiques, charbon, gaz, et qui vise le marché sans doute principal, mais M. Clément pourra peut-être le confirmer, le marché principal visé par NUWARD, c'est pas tant le marché français, qui est aujourd'hui plutôt dans la politique énergétique EPR2, mais le marché éventuellement des pays de l'Est pour remplacer toutes les centrales à gaz et à charbon, les centrales thermiques, par ces petites centrales qui sont à peu près de la même puissance et qui permettent d'être un déploiement rapide, c'est une technologie maîtrisée, sans avoir à modifier les réseaux électriques, puisque du coup on met à peu près la même puissance au même endroit, et donc un déploiement, une décarbonation de la production d'électricité assez rapide. Et c'est là qu'arrive l'enjeu aujourd'hui pour l'ASN et pour les RSN, c'est que ce déploiement rapide de ces petits réacteurs, qui par le fait de la réduction de taille ont besoin pour une certaine rentabilité d'avoir par contre un facteur d'échelle, d'être produit en série. Donc là se pose la question de la standardisation. Qu'un modèle de réacteur qui soit produit et autorisé en France, sans modification ou des modifications mineures, puisse exactement être autorisé en Pologne, en République tchèque, en Finlande, sans modification, pour que le coût reste acceptable. Effectivement, quelqu'un a parlé dans la salle le problème du coût de l'électricité. Voilà. Donc là, l'enjeu
de ces filières-là de SMR, c'est la standardisation pour pouvoir être déployé rapidement et avec un coût compétitif. Comprenons ça. Effectivement. Décidément. C'est bon? Sinon, je vous redonne notre micro. C'est bon. Voilà, c'est bon, il en revient. Donc, on a la SN et l'IRSN ont, avec EDF, avec la société New World, ont réalisé, en fait, on peut dire, une première mondiale, en associant plusieurs autorités de sûreté des pays européens à l'évaluation conjointe, simultanée, de la conception de ce réacteur. Aujourd'hui, on a fait une première étape avec 3 autorités de sûreté, donc la France, la Finlande et la République tchèque, et on poursuit dans une deuxième phase en rajoutant la Suède, les Pays-Bas et la Pologne pour ensemble évaluer ce réacteur. Voilà. Donc, ce que vous avez à retenir ici, cet enjeu de standardisation, ce n'est pas une révolution, à part ce besoin de standardisation et de coopération internationale. Et au niveau de l'organisation, c'est la même équipe au sein de l'ASN qui va s'occuper de New World, de PR, puisqu'on reste dans le modèle 1.1. C'est un réacteur qu'on connaît, un réacteur à eau sous pression, exploité par EDF pour produire de l'électricité. Je vais néanmoins passer la parole à Sébastien Israël qui va vous développer comme quelques petites spécificités technologiques et scientifiques sur lesquelles l'IRSN travaille pour pouvoir expertiser effectivement ces réacteurs qui apportent quelques solutions innovantes malgré tout, telles que des systèmes passifs ou autres. Oui, merci. Bonjour. Comme souligné Philippe depuis, effectivement, ce réacteur New World qui nous est pas inconnu, c'est une technologie qu'on connaît bien, c'est un réacteur à sous pression. Pour autant, il comporte un certain nombre d'innovations. Tout d'abord, du point de vue de ses composants, du fait de la capacité de ce réacteur, c'est des composants innovants, des générateurs de vapeur, de conception différente de celles qu'on peut connaître sur le réacteur, c'est une expertise de l'IRSN et de l'ASN, et aussi au niveau des fonctions de sûreté, le recours à des fonctions passives, c'est-à-dire qui ne mettent pas en œuvre de moyens électriques tels que les pompes, mais qui reposent sur la circulation naturelle et l'évacuation passive de la chaleur. Ce sont des caractéristiques qu'on n'a pas sur le réacteur, le gros réacteur, et sur lesquelles l'IRSN mène des actions d'études et de recherche, soit à un niveau de collaboration internationale ou européen, et aussi en mettant en œuvre ses propres moyens de recherche. Donc on a en train de concevoir un programme de recherche avec une boucle PC dédiée au phénomène plastique. Alors, on peut passer à la deuxième diapo, où là, on est vraiment sur la nouveauté, sans doute, ce qui va vous intéresser. Parce que là, ce modèle dont je viens de vous parler, ce fameux modèle français 1.1.1, un modèle de réacteur, un seul exploitant EDF et une seule utilisation, eh bien, c'est là où ce modèle, on va changer complètement de paradigme. On change complètement de paradigme. Je vais commencer par l'utilisation. L'utilisation, ces petits réacteurs modulaires, donc beaucoup plus petits, leur marché principal aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord, même s'ils sont capables de faire plein d'autres choses, c'est d'abord la chaleur industrielle. Produire de la chaleur industrielle pour décarboner l'économie. Et ça, c'est une révolution pour vous, pour les CLI. Pourquoi ? C'est une révolution parce que aujourd'hui, lorsqu'on décide d'implanter ou qu'il y a un débat de savoir un réacteur de type EPR2, où est-ce qu'on va l'implanter ? Lorsqu'on se pose la question, c'est bien parce qu'il va fournir l'électricité au réseau et que du coup on peut l'implanter n'importe où puis on le raccordera au réseau. Là, le choix du site n'est pas une option. Et ça va être une révolution. Le choix du site n'est pas une option. Le réacteur va être implanté là où il va y avoir le client industriel. On est à l'UIC,
les industries chimiques vont être des clients. L'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, des produits manufacturés, par exemple la fabrication des verres, etc. Tout ce qui consomme aujourd'hui dans son procédé industriel de la chaleur industrielle en brûlant du gaz a aujourd'hui une appétence vis-à-vis potentiellement de ce marché de l'énergie décarbonée de production de chaleur. Et donc là, ça veut dire pas de débat sur le choix du site, c'est là où le client voudra installer un réacteur, mais également en termes de nombre. Aujourd'hui, en Europe, lorsqu'un pays est nucléarisé, en général, il a en moyenne, et vous pourrez regarder même dans le monde, à part les épiphénomènes France, Chine et États-Unis, c'est quelques unités de réacteurs. En France, nous, on en a quelques dizaines. Là, le marché potentiel visé par ces réacteurs pour décarboner l'économie vis-à-vis de la production de chaleur, rien qu'en France, c'est des milliers. Donc là, vous voyez le changement de paradigme complet qu'apporte ici l'ASMR et apporte vis-à-vis de vous. Va-t-il falloir créer une CLI pour chaque réacteur indépendamment? Comment organiser les débats? Voilà, là, ça va interroger beaucoup de choses sur le modèle. Le deuxième, parce que faut que j'aille vite pour vous montrer un petit peu si on veut prendre quelques questions. Ce changement de paradigme, changement d'exploitant. Changement d'exploitant, ce n'est pas EDF. Dans la réglementation, vous avez bien conscience qu'il y a 3 piliers de la sûreté lorsqu'on examine un projet. Bien sûr, il y a la conception de l'installation, il y a le site avec la sensibilité du site pour l'environnement, mais également le site vu comme agresseur d'installation. Donc ça, vous avez l'habitude. Et le troisième, il est dans la loi aussi, les capacités techniques et financières de l'exploitant. Bon, je pense que c'est pas un mystère de vous dire que c'est pas non plus notre préoccupation première de s'interroger est-ce que l'ingénierie d'EDF a les capacités techniques pour pouvoir concevoir et est-ce que EDF a les capacités financières pour pouvoir exploiter un réacteur. Là, on est dans un monde de start-up. Un monde de start-up qui, aujourd'hui, n'a pas de source de revenus autre que leurs fonds propres apportés par les investisseurs. Donc, pour nous, ça va être un nouveau challenge aussi au moment d'autorisation. Comment expertiser, nous prononcer sur ces capacités financières de ces nouveaux exploitants pour pouvoir assumer leurs responsabilités premières. Et enfin, on a le sujet, tous ces réacteurs viennent de technologies différentes, de filières. Je repasserai la parole à Sébastien Israël pour qu'il rapidement il vous présente ce qu'on sait déjà quand même sur ces filières qui ne sont pas si nouvelles que ça. Mais en tout cas, ce ne sont pas les filières des réacteurs à eau sous pression. Et donc ça, c'est un impact majeur. Parce qu'on parle des SMR, très bien. Le BPI France donne soutien, les projets de réacteurs innovants, très bien. Mais là, on parle de création d'une nouvelle filière. C'est-à-dire que si on ne construit pas en même temps des usines de fabrication de combustible, ça ne sert à rien de fabriquer des réacteurs si on n'a rien à mettre dedans. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes combustibles qu'il faut mettre à l'intérieur. Et de même, si on a ces centaines, ces milliers de nouveaux réacteurs avec des combustibles usés qui sont très différents de ceux qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on va les gérer également en démantèlement, en gestion de leur combustible? Donc l'arrivée potentielle de ces nouveaux réacteurs pose également forcément le cycle complet amont et aval en même temps. Voilà. Je passe la parole à Sébastien Israël qui va pouvoir vous dire quelques mots aussi sur ces filières de réacteurs. Rapidement. Merci. Effectivement, ce sont des filières qui sont différentes de celles qui sont exploitées actuellement en France. Certaines, je pense aux réacteurs de sodium, ont pu être exploitées dans le passé, avec l'échelle industrielle, qui a fait un certain nombre d'expérience sur ce type de filière. D'autres ont beaucoup moins d'expérience de fonctionnement. Pour autant, ce sont des sujets sur lesquels on a déjà travaillé. Je vous renvoie pour cela au rapport qu'on a rédigé en 2015 sur les différentes filières de générateurs de quatrième génération, sur ces filières dans lesquelles on a fait des lieux de la sûreté de la radioprotection de ces différentes filières. Ce n'est pas spécifique au SMR, c'est pour les réacteurs plus gros, mais ça reste applicable. Et sur lequel on mettait en évidence un certain nombre de challenges ou de points
pour lequel on a continué depuis à maintenir une activité, toujours pareil, au sein de l'activité de partenariats internationaux. Alors, je vais tout de suite relayer les questions que vous nous avez laissées par SMS. Des questions très simples. À quel stade de projet on en est en France? Le coût estimé et les effets sur les prix de l'électricité. Alors, premier groupe de questions. Alors, premier groupe de questions. Je ne répondrai qu'à la première, puisque les deuxièmes n'appartiennent pas à mon champ. Quel est le coût de développement? Ça faudra interroger les porteurs de projets et leurs investisseurs. Et le coût de l'électricité, pareil. Par contre, à quel stade d'avancée on en est? Je ne sais pas si on peut remettre la deuxième diapo que j'avais présentée. Sur l'aspect des filières, donc alors, du coup, c'est pas la même version, donc je suis désolé, les noms sont cachés. Donc vous avez les 3 porteurs de projets les plus avancés avec qui on est en discussion, on est en revue préparatoire avec entre ASN, IRSN et ces porteurs de projets. Il y a différents degrés de maturité, il faut le souligner. Il y a parmi ces nouvelles filières des réacteurs qui visent directement un démonstrateur industriel. Voilà, c'est le cas de la société Jimmy qui développe un réacteur HTR, haute température refroidi au gaz, qui lui vise directement une autorisation de création d'un démonstrateur industriel. En revanche, les 2 autres sociétés avec qui on est en discussion avancée, Narea et Nucléo, eux, on discute dans un premier temps l'autorisation d'un prototype expérimental, car ils ont besoin d'abord de valider un certain nombre de concepts d'expérimentation de certains aspects technologiques, de matériaux, qui font partie un peu de ces challenges, de ces verrous potentiellement technologiques de ces filières, avant de pouvoir passer à l'étape suivante, qui sera un démonstrateur industriel. Donc voilà. En termes de calendrier, est-ce qu'on peut être un peu concret à quel horizon les premières éventuelles mises en place? Alors, on s'attend à avoir une demande, par exemple, d'autorisation de création du réacteur Jimmy au début de l'année 2024. Si vous dites que, en général, il nous faudra, on va dire, 2 ans, 2 ans et demi pour faire l'instruction de la demande d'autorisation de création, si tout se passe bien, qu'ensuite il faut l'autorisation, la construction et l'autorisation de la mise en service. Ça fait effectivement de l'ordre de peut-être 2028. Okay. Mais il faut le souligner, ne pas oublier, il faut aussi développer en même temps la fabrication du combustible et la solution aval. Parce qu'on n'autorisera pas un réacteur s'il n'y a rien à mettre dedans. Donc on attend aussi d'avoir la visibilité sur la partie amont du projet, sur la partie combustible. Alors, autre question adressée à tous les deux face au projet d'installation de SMR sur les sites industriels et à proximité des villes. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes de sûreté passifs et de la protection des travailleurs et populations qui seront donc plus nombreux à être impactés en cas d'accident? Sur la partie système passif, sur des systèmes qui sont plus résilients vis-à-vis des pertes de sources électriques ou autres. Pour autant, ce sont des systèmes qui nécessitent un effort conséquent de validation pour démontrer leur capacité à fonctionner lorsqu'ils sont nécessaires. Il ne faut pas systématiquement opposer l'actif et le passif. Le passif, effectivement, fonctionne avec la gravité. Pourtant, il y a un niveau de démonstration, un niveau d'essai à mener pour avoir confiance à limiter ces systèmes. Il y a aussi une question en termes de sécurité, la protection contre la malveillance, puisque ça fera beaucoup plus de SMR à surveiller, de sites à surveiller. Alors, là, pareil, on va dire un pseudo-joker. Le gouvernement parle de rapprocher l'ASN et l'IRSN, il n'a pas parlé de rapprocher la sûreté et la sécurité. Donc l'ASN, aujourd'hui, n'a pas la responsabilité de la sécurité nucléaire. Donc là, joker. Voilà. Mais par contre, sur la partie sûreté, effectivement, un enjeu majeur qui a bien été souligné par Olivier Gupta cette semaine là, au niveau de l'OPEST, ces réacteurs ont vocation, puisque le site n'est pas une option, il n'y a pas de choix du site, puisque si on les autorise, ça serait sur le lieu où le client se trouve, ces industries
que ce soit pour faire ces sites industriels sont souvent en zone périurbaine, ou voire même si c'est pour faire du chauffage urbain, en zone périurbaine. Donc oui, ces petits réacteurs de proximité, cette énergie nucléaire de proximité, son marché se trouve à proximité des populations, contrairement aux centrales nucléaires qui sont loin des agglomérations ou dans les quelques kilomètres qui se trouvent autour, il n'y a pas grand monde. Là, potentiellement, on serait dans des zones de population dense. Donc là, clairement, il y a, comme l'a dit le président de l'ASN, un vrai débat de société qu'on commence, nous, à instruire pour pouvoir éclairer ce débat en partenariat avec l'IRSN, en partenariat également avec nos homologues étrangers, en partenariat aussi avec vous, avec notamment l'ANCLI. On porte cette réflexion pour se dire, c'est quoi les objectifs de sûreté aujourd'hui de ces nouveaux réacteurs? Alors non pas, bien entendu, non pas pour les rendre acceptables, mais pour contribuer à l'adhésion. Voilà, j'ai bien écouté le début de la présentation. Voilà. Quel éclairage pour obtenir une adhésion des populations qui sont concernées par ce nucléaire de proximité? Alors, vous avez entendu parler de l'abandon par des énergéticiens américains des SMR à cause de leurs coûts, à cause d'un prix d'électricité qui finalement resterait élevé. Est-ce que ça peut avoir, visiblement vous dites que non, une influence sur les projets européens? Je réagis juste sur le terme utilisé d'abandon. C'est un projet parmi d'autres, mais il faut voir le contexte. En fait, plutôt, quel était le client, comment était constitué le client par rapport au marché, par rapport à sa perspective d'investissement. Donc, ce n'est pas un abandon pour dire la technologie. Ça va être une reconversion sur un autre projet, en fait. Oui, ils ont d'autres projets avec d'autres clients, et il faut que chaque projet trouve sa rentabilité. Voilà. Donc, mais voilà, on se prononcera pas plus là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour corriger, de dire c'est pas un abandon du SMR, c'est un projet qui effectivement à trouver effectivement. Autre question, celle de Gilles Lelon de la Cliorano de la Hague, qui nous dit « La production en série de SMR dédiée à l'international ne risque-t-elle pas de faire baisser le standard de sécurité actuellement appliqué en France ?» Non, je pense qu'avec l'ASN, nous y veillons. Nous sommes impliqués collectivement dans différentes instances internationales, justement pour veiller au maintien d'un haut niveau d'exigence pour ces réacteurs. C'est vrai qu'il y a une tendance affichée par certains concepteurs moins de matière renouvelable, moins de risques, donc moins d'exigence. Clairement, la SNCF ne sont pas du tout sur cette ligne-là. On est pour un maintien, un renforcement du niveau d'exigence de ces réacteurs, et c'est ce qu'on porte au niveau international. Tout à fait. C'est ce qu'on a rappelé, on a rappelé à l'OPEST. Ces petits réacteurs restent potentiellement dangereux. Il y a un inventaire radiologique qui n'est pas mineur. Il ne faut pas faire la confusion de dire ils sont de faible puissance, donc ils sont moins dangereux. Il y a un petit tour, on va dire, scientifique de passe-passe là-dessus. Vous avez l'habitude, avec les réacteurs d'EDF, ils sont rechargés tous les ans, tous les 2 ans, en fonction du cycle du combustible. Là, certains de ces réacteurs de ces SMR, ils sont chargés et ils fonctionnent avec le même cœur pendant 10 ou 20 ans. Donc en fait, ils sont très chargés au début et par leur faible puissance, ils épuisent progressivement leur cœur sur 20 ans. Mais l'inventaire radiologique qu'il va y avoir dedans n'est pas négligeable. Donc il ne faut pas faire l'erreur de faire juste un ratio entre la puissance du réacteur et sa dangerosité. Par contre, comme il a une faible puissance, ça présente tout un tas d'intérêts, d'enjeux vis-à-vis des systèmes passifs, capacité à mieux confiner, plus des innovations, etc. sur ces filières, qui fait que, effectivement, ils sont capables d'atteindre un niveau de maîtrise du risque beaucoup plus important et qui leur laisse la possibilité, potentiellement, à nous le démontrer, de pouvoir, du coup, s'implanter plus proche des populations. Donc là, vous voyez, en fait, on s'implante plus proche des populations, donc il faut être plus sûr, mais c'est bien parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient plus sûrs qu'ils envisagent de s'implanter proche des populations. Et c'est ce niveau de sûreté-là, donc cette exigence-là, qui va forcément être relevé, qui est discuté, qui devra faire l'objet d'un débat avec vous, et qui est également discuté au niveau international, au niveau européen avec mes collègues. Au niveau des déchets, est-ce qu'il y a une estimation des déchets et où iront-ils? Encore une question par SMS.
Alors, sur les déchets, deux aspects. Vous avez vu qu'il y a deux mondes des SMR. Les SMR de type Neward, ça ne change rien, il n'y a pas de révolution. Par contre, sur les AMR, les Advanced Modular Reactors, qui sont de génération 4, alors je mets à part un peu les HTR, tous les réacteurs rapides, leur intérêt, c'est de pouvoir brûler du plutonium, de pouvoir fonctionner également en brûlant certains actinides. Et donc, c'est bien ce qui est inscrit dans la loi, c'est des fermetures du cycle avec une meilleure utilisation de ce qui aujourd'hui pourrait être considéré comme un déchet. Voilà, c'est tout l'intérêt aussi de basculer sur ces réacteurs de 4e génération. C'est-à-dire quand même on peut anticiper les filières de gestion des déchets de certains de ces réacteurs pour lesquels pour l'instant il n'y a pas de filière. Oui. Avec un vrai débat sur aujourd'hui, si on réfléchit où vont les déchets aujourd'hui des centrales nucléaires, elles sont en partie entreposées temporairement dans les piscines des réacteurs. Ce n'est pas encore des déchets à ce stade-là. Ensuite, elles sont envoyées à La Hague pour être retraitées. Donc, beaucoup de combustibles usés sont entreposés de manière centralisée à La Hague, sont recyclés. Et les déchets ultimes, lorsque CIGEO sera ouvert, pourront être envoyés. Et là, il y a quelque chose à inventer sur ces petits SMR, parce que là, ces petits SMR seront potentiellement implantés sur tout le territoire, et il va falloir inventer leur cycle. Où vont-ils être entreposés en attendant d'être stockés? C'est ce qu'on disait. Il pose la question intégrale du cycle amont et aval. Donc il ne faut pas se concentrer que sur le réacteur. Est-ce qu'il y a une question dans la salle qui viendrait compléter les questions précédentes? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Maxime Lenné, député de Seine-et-Marne et membre de l'OPEXT. Bon, moi, je suis pour le moins circonspect, dubitatif sur les SMR, AMR, notamment parce que je veux bien croire qu'ils sont décarbonés quand ils fonctionnent, mais enfin, si on a un premier prototype en fonctionnement pour 2030, en fait, on n'est pas prêt de décarboner l'industrie comme ça, étant donné les paris technologiques et économiques qui sont quand même devant nous. Je rassemble 2-3 choses qui ont été dites. On va se retrouver avec des petits réacteurs qui sont dans des sites Céveso, autour de zones beaucoup plus densément peuplées qu'à l'heure actuelle les INB, qui vont être, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, exploités, et pas seulement conçus, par des startups dont l'intérêt est d'abord économique. On a dit, il y a des investisseurs derrière qui veulent d'abord un retour sur investissement et qui n'ont pas la capacité d'endettement qu'a EDF de mettre, comme par exemple l'année dernière, la moitié de ses réacteurs à l'arrêt pour des questions de sûreté. L'IRSN et la SN, la semaine dernière, dans la réunion de l'OPEXT, ont insisté, comme vous venez de le refaire, sur les enjeux de sûreté et de sécurité, puisqu'on a quand même beaucoup de matières entreposées au même endroit et pas les mêmes capacités de sécurisation comme autour d'une INB. Et vous aviez également insisté sur l'importance de maintenir une expertise de sécurité et de sûreté intégrée. Or là, dans le projet de loi de fusion façon puzzle un peu de l'IRSN et de la SN, on va précisément séparer l'expertise de sûreté et de sécurité. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce bien raisonnable? Et la deuxième, puisqu'on est dans la 35e conférence des CLI, est-ce qu'il y aura des CLI autour des futurs SMR et AMR? Sur les aspects sécurité, effectivement, c'est un poste des challenges sur les aspects, de la sûreté et au niveau de la sécurité. Ce sont des aspects qu'il est important d'intégrer à la conception et de prendre un accord, aussi bien du côté concepteur que du côté autorité, dès la conception. Ce sont des réacteurs qui sont de petite taille, sur lesquels il y a un niveau de standardisation et sur lesquels des modifications ultérieures pour prendre en compte des considérations de sécurité qui n'auraient pas été prises en compte de la conception sont difficiles, voire complètement nuisent complètement aux pièces modèles, ce n'est pas mon objet, mais aux pièces modèles de ces réacteurs. Donc effectivement,
effectivement, le fait de pouvoir expertiser conjointement, en même temps, les aspects sur la sécurité de ces réacteurs et la ressource primordiale. Et c'est vrai que le fait qu'actuellement les équipes soient au sein de l'IRSN intégrées facilite ce type d'examen. Après, on travaille vraiment aussi en bonne intelligence avec notre homologue, avec le SHFDS. Donc on tient régulièrement des réunions ensemble, des réunions avec les porteurs de projets pour bien intégrer dès la conception, c'est les termes internationaux, que ce soit safety ou security by design, et ensemble avec cette interface sûreté sécurité. Et un certain nombre de personnes ici, dont moi le premier, ont cette double culture. Aujourd'hui, à l'ASN, donc je dirige la mission sur les réacteurs innovants. J'ai, par le passé, occupé des postes à responsabilité à l'IRSN dans ce domaine-là. Donc, on est plusieurs personnes dans le milieu nucléaire à avoir de toute façon cette double culture sûreté-sécurité qui nous permet, même si on n'est pas dans les mêmes institutions, de discuter, de dialoguer et de travailler ensemble. Donc, voilà. On va prendre 2 dernières questions par SMS. Vu la multiplicité du nombre de projets de mini-réacteurs, est-ce que vous vous sentez suffisamment armé à l'ASN et à l'IRSN au niveau de la maîtrise technologique et en matière d'autorisation de création de SMR? Alors, est-ce qu'on est bien armé? Jusqu'à aujourd'hui, je dirais oui. Et on est capable de faire face en termes de charge parce qu'on en est pour l'instant qu'à des revues préparatoires. Par contre, le message qui a bien été porté également, c'est que ce soit côté ASN ou IRSN, vu le nombre potentiel de dossiers qu'on va avoir à traiter et de dossiers qui ne sont pas des simples évolutions de réacteurs déjà connus. Des dossiers bien spécifiques à chaque fois. Des dossiers bien spécifiques, des nouvelles conceptions, des nouveaux exploitants, des nouveaux sites. Là, ça va demander effectivement des ressources sur lesquelles il faut alerter. On fera avec les ressources qu'on a. Et donc, voilà. Donc là, il y a un véritable enjeu qui a été ressoulevé et rappelé à l'OPEST par Olivier Gupta sur l'enjeu des ressources de l'ASN et de l'IRSN. Voilà. Je confirme jusqu'à maintenant, on a pu mobiliser nos experts pour effectivement échanger avec les différents porteurs de projets. On n'est pas encore dans un stade d'expertise. Côté l'IRSN, on est finalement sur nos moyens historiques qu'on a su observer sur ces réacteurs innovants qui sont issus finalement de ce qu'on a pu faire sur ce job, sur les filières G4, mais c'est clair que là on va changer d'échelle et c'est clairement besoin de moyens et d'experts en société. On va prendre une dernière question dans la salle. Allez-y, madame. Oui, Maïté Noué, CLI de Cadarache. Juste une petite question. Ces SMR seront donc des INB, si je ne me trompe. Donc, à partir du moment où ce sont des INB, est-ce qu'il y aura d'autres CLI qui vont être créés, si on peut dire ça, puisque les CLI sont obligatoires auprès des INB? Et la deuxième question, comment vont agir les élus et les CLI pour informer ces populations et surtout pour avoir une concertation et une validation, si c'est un bien grand mot puisque je ne veux pas employer autre chose, auprès de nos populations. Je pense que c'est un domaine très important. Je suis aussi une élue et c'est quelque chose de compliqué de pouvoir faire accepter à la population ce genre de nouveaux réacteurs. Oui. Voilà, merci. Vous voulez dire de faire adhérer et pas faire accepter mais c'est ce que tout à l'heure je disais, effectivement, clairement, les premiers réacteurs, je pense, ne vont pas poser de problème. Dès qu'il y aura juste quelques-uns, les premiers pour apprendre en marchant, ce sont des INB. Par la loi, il y aura des CLI. Mais par contre, il faut collectivement qu'on réfléchisse à ce modèle-là. Puisque si effectivement on a des centaines et des centaines de ces petits réacteurs un peu répartis sur tout le territoire, est-ce qu'il va falloir vraiment faire une CLI pour un réacteur?
Est-ce qu'il faut passer à un modèle plus de CLI régional ou de CLI par exploitant? Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est à construire. Les SMR, aujourd'hui, c'est le message, je crois, force à vous montrer. Il y a une partie des SMR qui font changer vraiment le paradigme dans beaucoup de choses. Et pour vous, le paradigme, c'est voilà, le nombre et la répartition sur le territoire s'ils rencontrent leur marché, hein, parce que ça, c'est nous, côté ASN, on se prononcera juste avec l'IRSN sur le niveau de sûreté, voilà. Mais s'ils rencontrent effectivement leur marché et l'adhésion sociale, ils peuvent être déployés en grand nombre et sur tout le territoire. Donc, il va y avoir une question, est-ce que le modèle aujourd'hui actuel des CLI et de l'ANCLI, comment fonctionner avec cette montée en puissance? Ce ne serait pas 32 CLI, mais peut-être beaucoup plus. Donc là, il y a une vraie question, mais il y a le temps d'y réfléchir et d'en discuter. Merci à tous les deux pour vos réponses. Monsieur De Rozuc, vous souhaitez compléter? Oui, merci beaucoup. Oui, je voudrais compléter parce que ça rejoint tout à fait le propos que je tenais en introduction en disant que le développement, s'il se réalise, bien sûr, de ces petits réacteurs, voire de ces micro-réacteurs dans le monde industriel pour favoriser leur décarbonation, va poser une question de fond qui est celle du renouvellement, peut-être de l'évolution, du processus d'association, de concertation, de participation du public à la gestion du risque, à la fois en amont des projets, mais aussi en accompagnement de suivi. Un certain nombre de ces installations industrielles, ça a été dit tout à l'heure, sont des installations qui sont des installations classées. Certaines sont des installations Céveso, seuil haut, seuil bas. Il existe déjà au niveau territorial, sur une échelle plus large que celle liée à une seule installation, des commissions de concertation, d'échange, qui ne sont pas les mêmes que les CLI, et qui sont gérées d'ailleurs sous l'autorité des préfets pour pouvoir échanger en termes de niveau de sûreté, niveau de risque, de retour d'expérience sur ces installations et d'impact sur les environnements. Le déploiement des AMR, on le voit bien, qui est dans un calendrier qui reste encore lointain, relativement lointain. On a parlé de 2028 pour un premier réacteur à titre expérimental, doit nécessairement s'accompagner d'une réflexion en profondeur, si cette évolution se fait, sur les méthodes et les outils de concertation au niveau territorial, vraisemblablement sur une échelle différente. Et je rejoins le deuxième propos que j'ai tenu en introduction sur l'impact du réchauffement climatique, en disant par rapport à ce sujet, là encore on a un sujet d'échelle qui est différent, ça a d'ailleurs été très bien rappelé également par EDF, qui est la nécessité d'avoir une vision à l'échelle du bassin. Donc voyez-vous, les processus de concertation, d'association du public, de participation du public, de suivi d'évaluation des risques vont être profondément modifiés à l'avenir, ne serait-ce que par ces deux sujets. L'impact du réchauffement climatique, pour lequel il faut avoir une vision sur un territoire plus large que celui du périmètre PPI des installations INP actuelles, c'est d'une part, et d'autre part, le développement, s'il se réalise des AMR, demandera une approche territorialisée, plus intégrative, plus large que celle consacrée aujourd'hui exclusivement à l'installation nucléaire de base. C'est un vrai sujet de débat pour nous, collectivement, dans le cadre de l'histoire des commissions locales d'information. On change d'échelle, là encore, on change de sujet, et on doit réfléchir sur ce modèle. Bien évidemment, l'ASN et l'IRSN seront au cœur également de ces réflexions avec vous. Mais je pense que ce sont vraiment deux sujets qui sont clairement évoqués ce matin à travers les sujets d'actualité. Merci Monsieur De Rozuc. Les questions par SMS qui n'ont pas eu de réponse auront une réponse écrite. On arrive à l'issue de cette première matinée. 2 tables rondes vous attendent cet après-midi avec un coup de projecteur sur des expériences internationales avec des représentants venus du Canada, de Vienne pour l'OMS, et puis vous aurez connaissance aussi de démarches inspirantes en France. On se retrouve ici à partir de 13h20 pour démarrer à 13h30 précise. Bon appétit à toutes et à tous.